La Commune de Paris n'a vécu que quelques semaines, mais a marqué profondément les esprits. Comme toute insurrection populaire de l'époque, elle avait commencé par des barricades face à des canons. En 1871, Marx, dans la guerre civile en France, décrit avec enthousiasme les mesures prises par les communards en faveur des classes laborieuses. Il raconte comment les ouvriers, organisés en coopérative, reprenaient en main ateliers et manufactures. Comment les déserteurs capitalistes abandonnaient leurs usines, comment elles pouvaient très bien redémarrer sans eux, et comment les communards pensaient même à les indemniser. Pourtant, ce que l'histoire des vainqueurs retient de la Commune, c'est son échec, la semaine sanglante. Entre le 22 et le 28 mai 1871, les Versaillais ont conduit en masse les communards au Père-Lachaise, les ont collés au mur et les ont fusillés. D'autres encore exécutés ou déportés les mois suivants. Il fallait écraser toute ambition révolutionnaire, et cela pour longtemps, tuer les meneurs, mais surtout tuer l'espoir. À la sortie de la Commune, le mouvement ouvrier était maté. Jusqu'à la Commune, la stratégie du mouvement ouvrier a été une stratégie qu'on peut qualifier d'émeutière, barricadière. Et l'idée de grève générale, elle s'oppose à cette notion de révolution barricadière ou émeutière. Elle oppose une autre idée de la révolution, qui serait la révolution, non pas d'une avant-garde révolutionnaire où le prolétariat serait juste les petits soldats à la manœuvre, mais ce serait l'expression de la classe ouvrière pour sa libération. Mais c'est évident que c'est une réaction à... C'est une des leçons, je pense, que l'élite syndicaliste, l'élite ouvrière tire de l'échec de la Commune, c'est qu'avec les fusils, on n'arrivera à rien. Les images ont joué leur rôle. On a vu les cadavres des communards en photo. Puis, on a commémoré devant un mur du Père-Lachaise, en souvenir des communards massacrés et jetés là dans la fosse. Pendant des années, les survivants sont venus saluer la mémoire de leurs camarades. Les 30 000 morts de la Commune ont marqué des générations de manifestants. La lutte a continué devant un pouvoir de mieux en mieux armé. Comme ici à Fourmies, le 1er mai 1891, lors d'une manifestation pour la journée des 8 heures, la troupe tire, laissant 9 morts et une soixantaine de blessés sur les pavés, dont un enfant et des adolescents, tirés comme des lapins en un temps record grâce au nouveau fusil Lebel. Dans un texte paru dans La Petite République en 1901, Jean Jaurès monte à la charge. Il met en garde les grèves généralistes que le caractère révolutionnaire d'un tel projet fait courir les plus grands risques. Il écrit « La grève générale provoquera d'emblée un mouvement de terreur et de réaction. Pire, il prévoit que les masses ouvrières s'affameront elles-mêmes et seront acculées à la violence. » Jaurès, la grève générale révolutionnaire, il n'y croit pas. Jaurès, il est un des chefs du socialisme, il sait qu'il doit composer avec une classe ouvrière qui, au moins dans ses élites et dans ses représentants, est bien plus à gauche que lui. Et donc il est obligé de composer un petit peu avec ça. Mais il reste que l'essai qu'il écrit en 1901 qui s'appelle Grève générale et révolution, c'est un essai intéressant. Lui, il pense qu'effectivement, la classe ouvrière française ne pourra pas mener à terme une grève générale, qu'elle n'en a pas la force, et que tout ça finirait au bout du compte très très mal. Lui, il pense que la grève générale ne peut mener les ouvriers nulle part, qu'elle ne peut être le fait au mieux que d'une petite minorité, que de toute façon cette petite minorité serait vaincue, que quand ils auraient, même s'ils avaient les usines en main, ils ne sauraient pas quoi en faire. Pouget répond, mais il répond sous le couvert de la CGT. Il va répondre, en fait c'est lui qui écrit, parce qu'on reconnaît parfaitement son style. Là on voit bien qu'il y a une opposition radicale entre la pointe la plus révolutionnaire de la CGT et puis le socialisme, celui qui représente le mieux le socialisme de l'époque. Dans sa réponse à Jaurès, Pouget l'accuse de perdre le contact avec la classe ouvrière au fur et à mesure qu'il se rapproche des hauteurs du pouvoir. Le syndicaliste reproche à l'homme politique de ne voir que la partie négative de la grève générale révolutionnaire. Le débat est celui qui divise les révolutionnaires des réformistes. Pouget défend une action minoritaire face à une majorité passive. Le syndicalisme, c'est à la fois la défense des revendications concrètes, de base, quotidiennes des travailleurs, et en même temps, et j'insiste bien sur le « et en même temps », un projet de transformation sociale qui passe par l'abolition du salariat
et la reconstruction de la société par la base, par en bas, avec la négation de l'État, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en gros, les élections et la conquête du pouvoir d'État ne sert à rien. C'est un espèce d'objet hostile qu'il faut contourner, et on va le contourner par la grève générale. Ce qui réunit tous ces gens-là, c'est donc le fait que la guerre, pour eux, est la chose la pire à éviter, quoi. Et donc tous se positionnent théoriquement, d'une manière plus ou moins claire, sur cette opposition. Et au moment donc, où ils sont confrontés à la réalité, c'est-à-dire l'éclatement de la guerre, eh ben, ces gens-là ne savent plus quoi faire et en gros se rallient au système, quoi. Il y a un leader qui arrive à ce moment-là, qui est Léon Jouot, et qui va être, lui, un professionnel inamovible du syndicalisme jusqu'à sa mort, et qui devient secrétaire de la CGT dans ces années-là. Et donc, ce même Jouot, il se trouve que, au moment de la déclaration de guerre, il va totalement virer de bord et devenir ce qu'on pourrait appeler un syndicaliste d'union sacrée. L'union sacrée, c'est en gros le terme employé à l'époque pour dire qu'il faut arrêter les divisions, la lutte des classes, etc. Et qu'il y a un seul objectif, c'est vaincre l'ennemi allemand, quoi, hein. Le Front populaire aborde les élections législatives du printemps 1936 avec le slogan « Paix, pain, liberté ». Presque aussi vague que son programme, mais suffisamment pour rassembler la gauche sans trop se mouiller. Léon Blum fait face à une campagne marquée par des attaques antisémites très violentes, mais il réussit à s'imposer. Le Front populaire emporte les élections législatives. Le Parti communiste ne participe pas au gouvernement, mais soutient de l'extérieur. Maurice Thorez était pourtant de très bons conseils. Il faut faire payer les riches pour soulager la misère des pauvres, des travailleurs, donner du travail aux chômeurs, abroger les décrets de loi de famille. Et donc là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent en gros, maintenant, c'est possible, quoi. Là, un gouvernement de gauche qui va s'installer a peu de chances de balancer la police et les forces de répression sur les grévistes. Il y a ce qu'on appelle un peu bêtement dans les médias un état de grâce qui fait que ça serait quand même un peu ballot, un peu maladroit de balancer la police d'emblée sur les gens qui vous ont élu, quoi. Avant même la formation du nouveau gouvernement, les grèves ont éclaté au Havre dans les usines d'aviation Breguet. Et c'est la grève qui prend peu à peu dans un terrain fertilisé par des années de lutte locale. C'est la grève générale, la vraie, la spontanée, celle dont avaient rêvé les syndicalistes révolutionnaires des débuts, celle que ne verrait jamais Émile Pouget, mort en 1931, enterré et oublié.